suis Maxime Simon, Sales Engineer chez Snowflake. Et nous allons découvrir ensemble comment utiliser Snowflake Intelligence et préparer un agent. Snowflake Intelligence vous permet d'interagir en langage naturel avec les données auxquelles vous avez accès sur Snowflake. Pour utiliser Snowflake Intelligence, connectez-vous sur ai.snowflake.com et accédez au site avec Sign In. Vous pouvez choisir votre compte Snowflake et ensuite vous connecter. Une fois que vous êtes connecté à Snowflake Intelligence, vous avez accès à des agents. On peut voir ici que j'ai accès à 2 agents, Company Chatbot Agent Retail et Snowflake Detective Agent. Ces agents sont préparés par les administrateurs du compte Snowflake pour tous les utilisateurs. En tant qu'utilisateur Snowflake, je n'ai pas accès à l'édition de ces agents, je ne peux pas y rajouter des outils ou y rajouter des données. Par contre, je peux les utiliser. Par exemple, ici, avec cet agent, je peux lui demander « Affiche-moi les tendances mensuelles des ventes pour 2025 avec des visualisations. Quel mois ont généré le chiffre d'affaires le plus élevé ?» L'agent va utiliser les outils auxquels il a accès pour répondre à ma question. Cet agent-ci a accès à des tables de données de vente, des données RH, des données de Salesforce, et sur base de ces informations, il va répondre à ma question. Voilà. On voit que l'agent a passé plusieurs étapes de réflexion avant de répondre. Ensuite, une fois qu'il a fini de réfléchir, il répond avec des tendances mensuelles de vente pour l'année 2025. C'est la visualisation que je vais demander ici. Je peux utiliser cette visualisation telle qu'elle. Je peux lire son analyse des résultats. Donc, quels étaient les mois les plus élevés, les plus bas, par exemple. Il va me parler de tendances. Et je peux aussi explorer ces informations un peu plus en détail et moi-même potentiellement venir changer ce graphe si j'en ai besoin ou télécharger ces résultats. Là, je lui ai demandé des informations venant d'un seul domaine, le domaine des ventes. Je peux aussi lui demander des informations sur les employés, par exemple. Quelle est l'ancienneté moyenne de nos meilleurs commerciaux? Et est-ce qu'il y a une corrélation entre l'ancienneté d'un commercial et la performance? Donc, je vais utiliser des données du domaine RH et aussi du domaine des ventes pour la performance commerciale. On voit qu'il a généré des requêtes SQL, qu'il a ensuite exécuté les requêtes SQL sur les tables auxquelles l'agent était autorisé à accéder. Il génère une deuxième requête SQL qu'il est en train d'exécuter. On voit que l'agent a les données d'ancienneté de tous les employés et aussi les ventes. On voit le résultat qui nous dit donc, après une analyse croisée des données de performance commerciale et l'ancienneté de nos équipes, voici mes conclusions. L'ancienneté moyenne de nos top 20 commerciaux est de 6,3 années. Voilà, on voit l'ancienneté moyenne du top des commerciaux. Et il n'y a pas de corrélation linéaire directe entre les commerciaux avec la plus grande ancienneté et les commerciaux les plus performants. Il y a une zone quand même de performance optimale entre 3 et 7 ans, et il y a des nouveaux talents qui sont très efficaces. Et il nous donne quelques recommandations. Voilà, on voit comment Snowflake Intelligence peut récupérer des informations de 2 domaines différents, c'est-à-dire les domaines des ventes et le domaine des RH. Maintenant que nous avons vu ensemble comment fonctionne Snowflake Intelligence pour un utilisateur, voyons comment mettre en place l'infrastructure nécessaire pour un agent. Vous pouvez bien sûr aller sur la documentation de Snowflake et vous y trouverez un guide Getting Started pour démarrer. Ce guide est très simple et il vous donne les éléments minimums nécessaires pour créer un agent de façon simple avec 1 ou 2 tables et le minimum de données nécessaires pour démarrer. Je pense qu'il est intéressant de voir un exemple un peu plus étoffé et un de mes collègues, Nick, a réalisé une démonstration avec 20 tables
qui contiennent un data model plus étoffé, des centaines de milliers de lignes, et des modèles sémantiques relativement complexes qui vous permettent de faire des interactions compliquées avec l'agent. Donc ça se fait en moins de 10 minutes en effet. Vous avez accès à des données non structurées, vous avez accès à des données structurées qui vont dans des tables, et vous avez accès à un script SQL et à une explication de ce que vous allez réaliser. Il y a un diagramme d'architecture qui vous explique les différents éléments du modèle de données. Donc on retrouve l'intégration à GitHub depuis lequel on va venir télécharger les informations, les données sources en elles-mêmes, ensuite les tables de Salesforce, les tables de faits, les 13 tables de dimensions, et puis on va créer une couche sémantique qui va nous permettre d'interagir avec Cortex Analyst qui va générer le SQL sur les tables, et on va créer des services de recherche pour les documents non structurés. Enfin, on met à disposition ici de l'agent un outil de web scraping qui lui permet d'accéder au web et un outil d'accès aux fichiers ainsi qu'un outil qui permet d'envoyer des emails. Et finalement, c'est l'agent qui va interagir avec tous ces différents outils, toutes ces sources pour renvoyer une réponse au travers de l'interface utilisateur. Ensuite, Nick nous donne quelques explications de différentes étapes, des capacités de l'agent, et il nous donne quelques exemples de questions que vous pouvez poser, comme celles que je vous ai montrées précédemment. Donc des questions sur les ventes, des questions sur les RH, des questions sur le marketing, des questions finance, des questions cross-fonctionnelles. Et il montre aussi des exemples de comment on peut aller rechercher par exemple du contenu sur le web ou générer des emails. Donc, vous allez récupérer le code SQL qui est dans SQL Scripts, qui s'appelle demo-setup.sql. Une fois que vous avez tout ce code, vous le copiez ici et vous venez le coller dans votre interface d'exécution de code pour Snowflake. Dans mon cas, c'est un workspace. On voit qu'on commence par utiliser le rôle account admin. On crée un rôle qui s'appelle SF Intelligence Demo. On crée une variable qui contient le nom de l'utilisateur et on donne le rôle SF Intelligence Demo à l'utilisateur. On donne aussi le droit de créer une base de données sur le compte au rôle SF Intelligence Demo. On crée une warehouse qu'on va utiliser pour la démonstration et pour le suivi du coût. On donne l'utilisation à cette warehouse à notre rôle SF Intelligence Demo. On crée une API Integration qui va permettre à Snowflake d'accéder à GitHub, plus particulièrement au GitHub ici Nika Kinsilar. Et on donne le droit d'utiliser cette intégration à notre rôle SF Intelligence Demo. Tout ça a été fait avec Account Admin. Une fois que c'est fait, on peut commencer à vraiment préparer les données en elles-mêmes. Donc on va créer notre base de données SFAI Demo. On va utiliser cette base de données. On va y créer un schéma qui s'appelle Demo Schéma. Utiliser ce schéma. Créer un file format qui va nous permettre d'importer des CSV. Et créer notre Git repository. Donc c'est le lien entre Snowflake et le GitHub de Nika Kinsilar. Voilà. Une fois qu'on a créé ce lien, on va créer un stage qui va nous permettre de stocker les différents documents et les différentes données de façon interne à Snowflake. Et on va mettre à jour les informations du Git repository. Donc on va permettre à Snowflake de voir ce qui se passe sur Git. Une fois que c'est fait, on va récupérer toutes les données qui viennent donc du repo Git vers notre stage interne afin d'avoir les données structurées de démo qui vont dans les différentes tables, c'est des CSV, et les données non structurées, les documents qu'on va venir rechercher. On peut voir sur le stage ici que 73 fichiers ont été ingérés dans le stage. Donc il y a des PDF, des MD, des docs, des PPTX et des CSV. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer toutes nos tables. Donc on a 13 tables de dimension, 4 tables de faits et puis 3 tables qui viennent du CRM.
voici toutes les tables. Je vais lancer avec CTRL-Enter la commande en une fois. Voilà, on crée 20 tables. Une fois que mes 20 tables sont créées, je vais lancer les 20 copy into en une fois aussi. Donc là, je fais l'ingestion dans chacune des tables depuis les stages. On voit que mes 20 copy into sont en train de s'exécuter. On a une requête ici qui fait des unions pour vérifier que tout est bien ingéré. Voilà, donc on va vérifier que tout est bien ingéré. Et on voit les résultats de cette requête ici, qui nous disent que chacune des tables a des lignes. Donc on peut vérifier que le nombre de lignes est correct. Super, pour moi c'est bon. On va ensuite, avec ce même rôle SF Intelligence Demo, dans le même schéma et la même base de données, on va créer des vues sémantiques. Donc une vue sémantique, c'est un objet qui va décrire les relations entre les différentes colonnes de chaque table et les relations entre les différentes tables d'un même modèle, quand elles ont des jointures entre elles par exemple. Donc on voit ici les relations entre les différentes tables, on voit les différents faits, les différentes dimensions qui sont décrites et les métriques. Ici, j'ai quelques synonymes qui sont définis et j'ai assez peu d'exemples. C'est un modèle sémantique au final très simple et très sommaire. On peut retrouver des modèles sémantiques beaucoup plus compliqués dans la réalité. Par exemple, ici, quelque chose qu'on retrouve qui est très intéressant, c'est qu'on crée un search service sur le nom des clients. Et comme ça, même si on a potentiellement des millions de clients différents, on va avoir la capacité d'aller rechercher de façon exacte les noms. Donc même si, lors d'une requête en langage naturel, on se trompe sur l'orthographe du nom d'un client, par exemple, mais on va d'abord aller rechercher les noms similaires et faire les requêtes sur les noms les plus similaires. Donc ça nous permet de, au moins, modérer les problèmes d'orthographe. Et on voit que ce service, ici, donc le Customer Name Search Service, je viens l'utiliser un petit peu après, en ligne 529, quand je définis la dimension Customer Name, je vois qu'on va se baser sur le Cortex Search Service. C'est défini ici dans le modèle sémantique. Donc c'est ce with Cortex Search Service qui va faire que mon modèle sémantique va utiliser le service de recherche à chaque fois que je veux générer une requête. Donc ça va me permettre d'être beaucoup plus précis quand j'ai une colonne qui a beaucoup d'éléments différents. Par exemple, des millions de noms différents. Je vais créer une autre semantic view sur le domaine du marketing, avec encore une fois différents éléments et leurs relations entre elles pour le domaine marketing. Je fais la même chose pour le domaine RH. Une fois que tout cela est fait, je peux voir avec une commande show mes différentes semantic views. Je peux voir les différentes dimensions. On voit que j'ai 103 dimensions et les différentes métriques qui leur sont associées. J'ai 22 métriques. Donc on a un modèle qui est déjà beaucoup plus complexe et beaucoup plus réaliste des informations qui sont présentes dans une entreprise. Mais pour l'instant, on n'a que les données structurées. Si on veut rajouter des informations sur des données non structurées, on va parser le contenu des documents. Ici, je vais parser le contenu de tous les PDF et insérer les informations dans une table qui s'appelle parsed content. J'utilise pour ça la fonction parseDocument. Donc je lui donne comme input tous les endroits où mes fichiers PDF sont situés. Et je vais extraire le contenu et le transformer en string. Voyons ce que ça donne. Voilà, on va voir que pour chacun des fichiers, j'ai une URL du fichier. J'ai les informations sur l'objet fichier, donc avec la passe, la taille et l'endroit où il est. Et puis j'ai le contenu. Donc pour chacun de ces fichiers, je vais avoir le contenu, potentiellement des milliers de lignes de texte pour chacun de ces fichiers. Je vais avoir le contenu de... Voilà. Ici, dans ce cas-ci, on voit que c'est des financial results, financial report et un vendor management policy. Je vais avoir toutes sortes d'informations sur lesquelles je vais pouvoir, encore une fois, créer des services de recherche. Donc des services de recherche pour les documents sur la finance. Donc je vais créer un service de recherche sur la finance, un service de recherche sur les documents RH,
un service de recherche sur les documents marketing et un service de recherche sur les documents de vente. Donc quand mon agent va vouloir avoir accès à des documents, il ne va pas aller tout rechercher au hasard, il va aller rechercher dans un domaine bien particulier. Par exemple, sur les documents de vente, il va aller rechercher donc le contenu des documents de vente. Et ce contenu, il a été parsé auparavant. Donc j'ai extrait toutes les informations en texte pour que ce soit quelque chose qui soit digeste pour mon agent. Une fois que cela est fait, je veux donner accès à mon agent au monde extérieur et lui permettre d'aller lire le web. Dans ce cas-ci, je crée une network rule très permissive qui lui permet d'aller voir tout ce qu'il veut en ingress, donc vers l'extérieur depuis l'agent. Je donne les privilèges au rôle account admin et j'utilise le rôle account admin pour créer une external access integration avec ma règle ici d'accès à Internet. Et donc, quand j'utilise cette external access integration, l'objet qui va l'utiliser va pouvoir accéder à Internet. Je vais aussi créer une notification integration qui me permet d'envoyer des emails. Ça va permettre à l'agent d'envoyer des emails à la liste des personnes qui sont incluses. Je donne l'usage à la première intégration, donc l'external access integration, au rôle SF Intelligence Demo. Et puis je donne l'usage à mon email integration au rôle SF Intelligence Demo afin de pouvoir les utiliser. Je reviens sur ce rôle et je vais créer quelques outils que mon agent peut utiliser. Donc un outil, concrètement, c'est une procédure ou une fonction sur Snowflake. Par exemple, ici, une procédure pour obtenir les URL de fichiers, pour donner accès à des fichiers directement à mon agent. Ensuite, une procédure pour envoyer des emails. Donc, tout simplement, sur base de cette procédure ici, mon agent va pouvoir envoyer des emails. Ensuite, une fonction qui va permettre à l'agent d'utiliser la librairie Beautiful Soup en Python pour aller lire toutes les informations contenues sur une URL. Donc on donne une URL en input et on va récupérer toutes les informations contenues sur cette page. Et enfin, on peut même donner par exemple la capacité de créer des applications Streamlit à l'agent. Comme ça, on lui demande de créer un Streamlit, il va le générer automatiquement. Une fois qu'on a défini tous ces outils, on va ensuite créer l'agent en lui-même. Donc l'agent en lui-même va avoir un profil, il va avoir un display name, il va potentiellement avoir quelques informations graphiques. Et ensuite, très important, il va avoir des instructions en lui-même. Il va avoir quelques questions d'exemple que mes utilisateurs peuvent utiliser dès le départ en cliquant dessus. Et il va avoir accès à des outils. Donc j'en ai parlé, les outils comme les Cortex Analyst pour le texte SQL sur la finance, sur les ventes, sur le HR, sur le marketing, aussi des outils de search et différents outils qui lui permettent aussi par exemple d'accéder au site web ou à des emails. Donc on voit la search sur les documents finance, RH, sales et marketing, et on voit les outils génériques, donc c'est des procédures ou des fonctions qui lui permettent d'aller voir Internet, d'envoyer des emails ou d'accéder à des documents. Et tout ceci fait la définition d'un agent. Une fois que j'ai créé l'agent, la première fois que j'utilise Snowflake Intelligence, je dois créer un objet Snowflake Intelligence qui va me permettre d'agir sur le compte. Je n'avais pas la bonne syntaxe, c'est un if. Voilà. Moi, je l'ai déjà créé, cet objet, donc je n'ai pas besoin de le recréer à chaque fois. Et une fois que je l'ai créé, je donne l'utilisation de cet objet à mon rôle SF Intelligence Demo, puisque c'est lui qui gère les agents. Et une fois que j'ai ceci, je peux ajouter mon agent à Snowflake Intelligence. Donc voilà, Snowflake Intelligence, je l'altère et j'y ajoute l'agent que je viens de créer. Et ça finit toute notre préparation. Ici, j'ai tout fait en code. Tout ce que j'ai fait en code avec vous ici, c'est facilement répétable, réutilisable et partageable sur GitHub. Cependant, si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire dans l'interface graphique. Donc si vous allez dans Agents, vous verrez que vous avez accès à vos agents ici. Vous pouvez créer des nouveaux agents avec le bouton bleu. Vous pouvez faire tout ce que je viens de faire en code de façon graphique. Vous pouvez y mettre une description, des instructions, les différents outils,
tout définir ici de façon graphique, de même pour les vues sémantiques. Donc si on va voir ensemble une vue sémantique ici, on peut voir les différentes dimensions. Et pour chaque dimension, on va pouvoir aller éditer les expressions, la description, les synonymes, potentiellement y mettre des services de search, y mettre des samples que je n'ai pas mis. Ce serait mieux de mettre des samples, ça donnerait plus d'informations au modèle de langage pour générer de meilleures requêtes. Donc c'est mieux d'en mettre. Et tout ceci est éditable. On peut aussi voir les relations entre les différentes tables. Donc entre mes transactions et mes accounts, entre mes transactions et mes customers, entre mes transactions et mes departments. En fait, on peut voir toutes les jointures ici qui sont définies. Et très important, vous pouvez rajouter des requêtes vérifiées. Donc en tant qu'administrateur, quand vous préparez ceci, vous pouvez ajouter des requêtes qui vont être considérées comme de qualité, qui vont être utilisées par le modèle de langage pour générer des requêtes similaires. Donc elles serviront de base pour générer des requêtes. Ici, je n'en ai pas mise. Utiliser des requêtes vérifiées permet d'augmenter grandement la qualité des résultats, et surtout, ça renvoie des résultats plus stables. On se base toujours sur la même requête. Une fois que c'est fait, votre agent, vous pouvez le tester. Donc ici, directement, vous pouvez le tester. Quelles campagnes marketing ont généré le plus de revenus en 2025? Montre-moi le ROI marketing et le coût par prospect. Donc, il a compris qu'il fallait aller voir l'outil Marketing Data Mart. Et vous voyez ici l'interface d'un développeur qui va préparer Snowflake Intelligence. Une fois que vous avez bien préparé vos agents, vous avez accès à l'interface Snowflake Intelligence en elle-même. Vous pouvez voir Preview ici en haut à droite et ça ouvrira l'interface dédiée. Voilà, il m'analyse les différents canaux marketing et il m'analyse mon coût par prospect ici. L'énorme avantage qu'on a avec cette interface développeur, c'est qu'on peut monitorer ce qui se passe. On peut voir les différentes conversations que chacun de mes utilisateurs a eues avec Snowflake Intelligence. On peut voir cette conversation ici, par exemple, où j'ai eu 5 interactions avec l'agent. Donc la première interaction, on peut venir voir ici que ça a pris 85 secondes. Il y a eu du planning, ensuite il y a eu une requête générée et exécutée par Cortex Analyst avec une query ici, un texte de response. On voit la requête qui a été exécutée. Ensuite, on a la réponse qui est donnée par le LLM. Il va regarder les différents outils qui sont disponibles. Il va utiliser des outils, avoir une réponse. On va voir tout le processus de raisonnement en fait, de Snowflake Intelligence et les différentes étapes. Donc ici, on voit qu'il y a eu de nombreuses étapes qui ont pris un total de 85 secondes avant de finir complètement la réponse. On a utilisé 4 requêtes SQL, on a généré un chart, puis on a utilisé encore une requête SQL. Ensuite, on peut voir les différents outils. Par exemple, ici, on a utilisé la web search. Donc j'ai donné une URL, et dans ce cas-ci, il a utilisé l'outil web search afin d'aller voir ce qu'il y avait sur cette URL. Donc analyse le contenu de ce site et compare leurs offres de produits à notre catalogue, par exemple. Ensuite, il va y avoir une comparaison, donc au travers de search par rapport à ce qu'on offre chez nous, et puis une réponse. Et vous êtes capable de voir ici de façon extrêmement détaillée si l'agent se comporte comme vous l'espérez ou pas. Voilà, une fois que vous avez préparé l'agent comme ceci, il est accessible dans Snowflake Intelligence. Donc vous pouvez accéder à Snowflake Intelligence depuis ai.snowflake.com ou vous pouvez faire la preview, vous en tant que développeur, en cliquant sur Preview, et vous aurez accès à votre agent, ici. Donc l'agent qu'on a créé ensemble, vous pouvez voir toutes les sources auxquelles il a accès. Vous pouvez lui laisser le choix d'utiliser la source qu'il veut, ou bien vous pouvez limiter l'utilisation à certaines données, par exemple Sales, ici, et venir lui poser une question, et vous êtes sûr comme ça qu'il utilisera bien seulement l'outil Sales et aucun autre pour répondre à la question. Finalement, vous pouvez suivre le coût de Snowflake Intelligence au travers de budgets. Donc, si vous allez dans Cost Management, vous pouvez utiliser les budgets afin de vous assurer que vous ne dépassez pas un certain budget. Donc, vous pouvez créer un budget ici. Une fois que vous avez créé votre budget, vous pouvez facilement y attribuer certaines ressources. Donc, dans ce cas-ci, moi j'ai attribué
une warehouse, Compute Warehouse, que j'utilise pour Snowflake Intelligence, et une base de données. Et donc, tous les objets qui sont contenus dans cette base de données, SFA et Demo, vont être monitorés au niveau du coût, jour par jour. Et vous pourrez comme ça suivre la tendance. Dans mon cas, tous les agents sont contenus dans cette base de données, donc ils feront partie du budget. Pour chacun de vos agents, vous pouvez gérer l'accès à cet agent. Donc en plus du monitoring ici, quand vous cliquez sur Edit pour un agent, vous pouvez choisir donc les informations sur le display name, la description, les exemples, les différents outils utilisables, l'orchestration générique de l'agent, par exemple quel modèle vous allez utiliser. Et aussi, de façon très importante, vous avez l'accès ici. Donc l'accès va déterminer quel rôle dans Snowflake peut avoir accès à votre agent. C'est ici que vous allez choisir quel rôle a l'ownership et quel rôle peut venir voir l'agent et l'utiliser. Ça veut dire que le rôle a accès à l'agent, mais pas spécialement aux données sous-jacentes. Donc assurez-vous que si un rôle a accès à un agent, il faut que toutes les données sous-jacentes soient aussi visibles à ce rôle. Enfin, une fois que vous avez préparé vos agents et vous les avez mis à disposition, vous les avez donc enregistrés dans Snowflake Intelligence, soit en SQL, soit dans l'interface ici. Vous pouvez aussi customiser un petit peu Snowflake Intelligence. Vous pouvez y mettre un display name, vous pouvez mettre un message d'accueil, vous pouvez changer la couleur et utiliser des logos qui vous sont propres et donc pas le logo Snowflake sur votre Snowflake Intelligence.